Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et j'avais envie de vous parler des cathares. Et justement, pour vous parler des cathares, j'ai un invité spécial aujourd'hui qui est avec moi, qui s'appelle Freddy Mouchard et qui est réalisateur, qui a fait un film absolument magnifique, qui m'a vraiment beaucoup touchée sur les cathares, qui s'appelle Réconciliation dans les pas des cathares. Et ça tombait vraiment très bien parce que justement, j'avais envie de faire cette vidéo sur les cathares depuis très longtemps. Et il se trouve que on s'est rencontrés il y a quelques mois lors de l'avant-première de ce film à Carcassonne. Et peut-être un mois avant que j'ai vu c'est qu'il y avait cette avant-première à Carcassonne, eh bien je sortais justement d'un film, je crois que c'était les Trois Mousquetaires avec mon compagnon, et je lui disais j'aimerais tellement qu'il y ait un film qui soit fait sur les cathares, un film où il y a vraiment une épopée, quelque chose d'initiatique pour expliquer et montrer au grand public vraiment qui étaient les cathares. Et après, je lui ai dit, bon, il y a peu de chances que le monde du cinéma finance ce genre de projet. Et bam, un mois plus tard, je regardais la programmation du cinéma de Carcassonne et je suis tombée, du coup, sur le film de Freddy. Ça a été vraiment un immense cadeau de voir que finalement, il y avait comme un répondant de l'univers qui était assez rapide et que j'ai vraiment senti que c'était vraiment, il est temps, en fait. Vraiment qu'on en reparle. Il est temps vraiment que ça revienne finalement sur le devant de la scène aussi. Donc, on va vraiment pouvoir échanger sur ce sujet aujourd'hui ensemble. On va pouvoir évidemment vous présenter son film, que je vous invite vraiment à découvrir. C'est vraiment un film qui est très touchant et qui peut parler à beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est évidemment, là, je m'adresse à un public qui est, entre guillemets, un peu déjà initié, mais c'est aussi un film que vous pouvez aller voir avec des gens qui sont pas forcément au fait de tout ça et qui vont quand même être touchés, parce que je pense qu'il y a vraiment un aspect universel aussi, à la fois dans l'esprit cathare, le message des cathares, mais aussi vraiment retranscrit dans ce film. Donc, bonjour à toi, Freddy, et merci d'être là avec Bonjour, nous aujourd'hui. merci, Et c'est un plaisir. oui, et donc du coup, on va enchaîner tout de suite. D'abord, peut-être sur qui étaient les cathares. Et je vais peut-être d'abord commencer moi, et puis après, tu vas pouvoir enchaîner. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai découvert les cathares il y a à peu près 10 ans de ça, puisque je suis arrivée en pays cathare, tout simplement. Et je suis arrivée en pays cathare sans connaître quoi que ce soit sur les cathares. Et c'est ironie de l'histoire, je suis vraiment arrivée, le premier lieu où j'ai déposé mes valises en premier, ça a été Puy-Vert. Et Puy-Vert, il y a évidemment un très beau château qui fait partie entre guillemets des châteaux cathares. Et ça a été vraiment une très belle découverte. Et là, de fil en aiguille, eh bien, j'ai pu vraiment commencer à m'imprégner finalement de cette énergie des cathares, cet esprit cathare qui est vraiment très très présent en Occitanie, très très présent encore ici sur cette belle terre qui contient beaucoup de mémoire. Et donc de fil en aiguille, j'ai connecté avec les cathares, j'ai connecté aussi avec une très belle forêt magique avec laquelle j'ai connecté avec des esprits de la forêt qui étaient vraiment comme une seconde maison pour moi. Et puis ensuite est venu aussi tout l'aspect lié à Marie-Madeleine, avec la découverte de l'histoire sur Rennes-le-Château, etc. Et donc il y a vraiment une continuité entre, j'ai envie de dire, cathare, nature, vraiment la terre-mère, les esprits de la nature, et Marie-Madeleine, l'aspect christique aussi que portaient les cathares. Et c'est, je pense, tellement important aussi de reparler d'eux aujourd'hui parce que il se trouve que même s'ils ont vécu dans le sud de la France, donc dans le Languedoc, l'Occitanie d'aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de personnes en France qui savent pas exactement qui étaient les cathares, ou peut-être ils ont simplement entendu ce mot, mais ils n'arrivent pas à définir finalement qui ils étaient vraiment, quelle était leur culture, quelle était leur spiritualité surtout, puisqu'ils avaient une spiritualité qui était très particulière et qui était en décalage total avec l'Église, et c'est pour ça que malheureusement ils ont posé problème. Très rapidement, l'Église s'est vraiment retournée contre eux, puisqu'ils représentaient un danger à la fois pour l'Église catholique romaine, mais aussi pour les pouvoirs en place de l'époque, parce qu'on va voir aussi ensemble qu'ils avaient une société qui était très libre, très en avance aussi pour leur époque. Donc on parle vraiment de l'époque du Moyen Âge, donc on parle vraiment d'une époque où finalement il y avait peu de liberté, notamment justement par rapport aux femmes. Donc on va aussi aborder la thématique des femmes parce que le rôle des femmes et le statut des femmes chez les cathares était très particulier et très 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 en avance aussi pour leur époque. Et surtout, eh bien pour moi, ils représentent aussi ce peuple qui a pu quelque part transmettre cet héritage christique originel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cet aspect très relié à l'amour. On parle parfois aussi du livre d'amour, qu'ils auraient un livre cathare, en fait, il y aurait eu un livre cathare qui contenait certains manuscrits, peut-être de Jésus et ou de Marie-Madeleine.
et qui est quelque part un peu voilà la spiritualité originelle, vraiment même presque gnostique aussi on pourrait dire. Et donc c'est vraiment important, je pense, dans leur transmission, dans ce qu'ils ont encore à nous dire aujourd'hui, de faire revivre cette flamme cathare. Et c'est pas un hasard évidemment qu'ils reviennent sur le devant de la scène aujourd'hui pendant vraiment cette période d'ascension planétaire. Donc toi, Freddy, finalement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les cathares? Qu'est-ce que toi, tu as connecté avec les cathares? Qu'est-ce qui t'a touché aussi dans l'histoire des cathares? Oh bah c'est vaste, et bien sûr, c'est un vaste sujet. Il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, quand cette inspiration est venue vers moi de réaliser un film sur les cathares, j'en savais des choses, bien sûr, mais pas dans le détail. J'avais évidemment, en tant que j'ai parcouru, j'ai eu des vies spirituelles diverses et variées, dans différentes obédiences entre guillemets, on va Mhm. dire. Et puis on découvre toujours les cathares quand on est intéressé par la spiritualité. Mais après, il a fallu entrer en reliance avec eux. Donc, quand j'ai commencé à travailler sur le film, je suis allé dans la région. Hein, je me suis Mhm. vraiment immergé dans les lieux pendant 2 mois. C'était l'été, je me souviens, et donc ça a commencé ça a quelques années. Hein, c'était en Mhm. 2015. Mhm. Et donc, je suis rentré en résonance, et au fur et à mesure que tu parlais tout à l'heure de cette terre, de ces lieux particuliers qui vibrent, Mhm. qui ont une force tellurique très spécifique. Et évidemment que je suis rentré déjà en reliance avec ça. Et puis progressivement, évidemment, les livres historiques ont nourri mes réflexions. Et puis les mémoires sont revenues. C'était aussi un peu le point de départ du film, c'est de se dire que quand on sait rentrer en reliance avec soi, et donc avec plus grand, eh bien, il y a des images qui arrivent, il y a des impressions, il y a des intuitions qui commencent à apparaître. Et ça a été le point de départ de cette aventure. Donc forcément, dans ma connaissance du catharisme, il y a une part historique, donc ça livresque voilà. Et puis il y a aussi l'intuition et des choses que je ressens qui me Mhm. semblent justes, même si les historiens n'ont peut-être pas dit tout à fait la même chose. Ce que je ressens de force, c'était effectivement une société de liberté, d'ouverture. Et ce qui me fascine le plus, c'est comment, à un moment de notre histoire, des êtres humains ont réussi à créer une harmonie dans une société où tous Mhm. les plans de la société peuvent vivre de manière harmonieuse et chacun a son plan de conscience. Donc certes, il y a Mhm. effectivement les bons hommes et bonnes femmes qui sont sur un chemin d'initiation très puissant, très très fort, hein, avec une ascèse très difficile, voilà, on pourrait dire même un peu austère parfois sur certains Mhm. aspects. Et puis en même Mhm. temps, ces gens-là vivent complètement en société, travaillent et sont peut-être complètement implantés dans la société avec des gens plus simples, on va dire, des croyants simples qui travaillent, qui œuvrent, et tout le monde peut circuler et vivre sans séparation. Et c'est ça qui m'a beaucoup Mhm. plu. C'est-à-dire que pour moi, je suis très attaché à l'idée que l'esprit et la matière sont reliés et l'un Mhm. ne peut pas fonctionner sans l'autre de manière équilibrée. Et donc là, je trouvais que cette société, elle est vraiment en parfait équilibre. C'est aussi une période de croissance en Occitanie très forte d'un point de vue économique. Donc c'est toute la période où on construit toutes je perds le terme, les Bastides, pardon, toutes les Les Bastides, ouais. Bastides, Ouais. toutes les Bastides, toute cette région est vraiment dans une puissance économique très forte parce que l'harmonie est là, ça circule. C'est aussi la période de l'émergence des troubadours, l'amour Oui, courtois. exactement, Donc exactement, ouais. c'est aussi, donc tu parlais tout à l'heure de Puy-Vert qui a été Depuis un vert, ouais, lieu ouais, ouais. voilà, très important pour ça, Mhm. un lieu voilà, de développement. Donc c'est vraiment cette période-là me plaît parce que il n'y a pas de séparation entre la spiritualité et la matérialité. Ouais. Les deux vont ensemble et les deux sont, la matière est spiritualisée et l'esprit est dans la matière. Et donc ça, je trouve ça Mhm. magnifique, ça me plaît beaucoup. Et donc, moi, en tant que réalisateur, en tant qu'artiste, j'aime cette démarche-là, je suis aussi producteur, donc j'ai les deux pieds de la même manière Mhm. dans la matière et dans l'esprit et dans la création. Donc c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'a doublement parlé par rapport à ça. Et puis, il y a un autre aspect qui me semble très intéressant, c'est que certes, ce sont des chrétiens qui cherchent à mettre en œuvre le message primordial du Christ de manière libre et non dogmatique. Ouais, Donc c'est important. ça, c'est très intéressant parce que c'est pas vraiment une église, c'est plus un courant Mhm. philosophique qui n'est pas enfermé dans un dogme de l'église, même s'il y a une structure
Oui. avec des diocèses. Enfin, voilà, c'est organisé. Hein, évidemment, le territoire est organisé, mais il n'y a pas une hiérarchie aussi forte, et surtout, il y a un rapport à l'argent qui est clair et qui est sain. Et donc, Ouais. et notamment la richesse personnelle, puisque les engagés n'ont pas de richesse personnelle, et donc ça clarifie bien les choses. Je pense que c'est un courant philosophique qui a pu arriver à ce niveau de maturité et à ce niveau de manifestation, parce que justement, il y a suffisamment d'écueils qui ont été réglés, des problématiques qui ont été réglées, la possession, la possessivité par rapport à l'argent, par rapport aux biens matériels, le rapport à la sensualité qui a été réglé aussi, le rapport à la hiérarchie, le rapport au travail. Il y a suffisamment de plans et qui font que cette église, elle s'est naturellement implantée dans cette région qui était déjà très ouverte. Hein. Oui. C'est quand même une région, voilà, d'un point de vue géographique, très ouverte, ouais. qui était très tolérante par rapport aux différentes religions aussi. Et donc, ce courant a trouvé le terreau finalement pour émerger et pour grandir. Ouais, exactement. Et je trouve que c'est beau, c'est très beau. Donc, je ne pouvais qu'à mon humble niveau, essayer de contribuer à faire connaître ce qu'ils ont mis en place. Et surtout, ce qui m'a après, évidemment, en tant que réalisateur, interrogé, c'est comment est-ce qu'on allait en parler. Est-ce que j'allais en parler de manière dans un documentaire historique, comme j'ai pu faire par le passé, ou est-ce qu'on allait trouver une forme différente? Et ce qui m'a intéressé assez vite, ce que j'ai vu, c'est que ce qui est beau dans cette tradition, dans cette culture, c'est qu'elle n'est pas morte, elle est toujours vivante. Et donc, comment est-ce que j'allais pouvoir faire à travers un film, faire vivre ça de manière actuelle, que ça nous résonne, nous, avec nos problématiques d'être d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai voulu chercher à travers le film. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour poser un petit peu le décor, eh bien, on vous propose tout de suite de regarder ensemble la bande-annonce du film. Donc, le film s'appelle Réconciliation dans les pas des Cathares, et on regarde tout de suite ensemble la bande-annonce. C'est les Cathares qui vous intéressent? Oui, c'est ça. Je suis venu pour en savoir plus. Vous allez voir. Sur place, vous allez mieux comprendre. S'ils ont été détruits, c'est parce qu'ils représentent un danger pour les pouvoirs. Quand je dis les pouvoirs, je veux parler du pouvoir religieux et royal. Si vous voulez vraiment retourner sur la trace des Cathares, il va falloir prendre votre temps. Hein. Sinon, vous ne verrez rien d'autre que des tas de pierres perchées sur les collines. Il faut laisser remonter les mémoires. Toi et les tiens, vous portez les démons d'orgueil et de vanité. Vous êtes une calamité que nous devons supprimer pour sauver tous les autres. Dans notre époque de plus en plus matérialiste, la voie cathare peut être une réponse, mais il faut adapter cette doctrine à notre société actuelle. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Cathares étaient en lien permanent avec les forces de la nature. Leur temple, c'était la nature. Il est important de comprendre le rôle que joue la loi des deux serpents, la loi des forces. Ce sont elles qui font de nous ce que nous sommes. Voyage dans les montagnes, seul, pour vivre avec la mère nature, pour aller à sa rencontre. Puis quand le moment sera venu, tu le sentiras, tu sentiras l'appel. Et là, tu pourras monter là-haut, sur la montagne sacrée. Mais non, je suis pas prêt, Jean. Avec tout ce que j'ai vu, je monterai pas là-haut. C'est trop lourd. Et puis, je suis pas prêt. J'ai peur. Tu seras un chevalier qui renonce, un chevalier sous influence. C'est la peur qui décide chez toi? Constater que c'est difficile, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer. Moi, il me semble que le moment est venu pour le chevalier d'aller sur le chemin de la reconquête. Et donc, ce qui est intéressant aussi vraiment avec le catharisme, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a cet esprit cathare qui revient en ce moment. Et j'avais envie de te poser cette question. Pourquoi tu penses que c'est si important vraiment en ce moment même par rapport à ce qu'on vit au niveau de notre société, par rapport à ce qu'on vit aussi au niveau spirituel, donc
parce qu'il y a de plus en plus évidemment cet éveil de conscience et de plus en plus aussi cette forme de reconnexion finalement à l'aspect christique, mais pas l'aspect christique religieux, vraiment l'aspect christique d'un point de vue purement spirituel, et vraiment de reconnecter vraiment avec quelque part ce Christ originel qu'on porte tous en nous et qui s'éveille petit à petit vraiment dans ces temps d'ascension planétaire. Et ce qu'on peut aussi voir chez les cathares, je pense, mais je pense que tu vas pouvoir enchaîner là-dessus, c'est que finalement ils ont aussi ces âmes de rebelles, quoi. C'est-à-dire que là, on est passé aussi, il y a pas si longtemps que ça, on est passé par ces années où on a été un petit peu entre guillemets confiné à plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est vraiment aussi ça, je pense, que l'esprit cathare, c'est cet esprit de liberté, de rébellion et de vraiment d'assumer ses valeurs et vraiment de s'affirmer aussi dedans. Et pour moi, en tout cas, c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport au parallèle avec aujourd'hui. Mais comment toi, tu perçois aussi cette importance du retour de l'esprit cathare aujourd'hui? Tu parlais de l'esprit et donc de la voie christique. Je pense que si on peut qualifier, c'est évidemment restrictif, hein, mais pour moi, dans le christianisme, c'est primitif, hein, c'est la notion du renouveau, et donc de la renaissance et la notion des cycles qui permettent des morts et des renaissances permanentes, qui permettent de travailler sur soi et d'aller vers cette libération et cette élévation. Donc c'est mourir à l'ancien, hein, c'est mourir à nos concepts passés, c'est mourir à nos modes de vie, nos modes de pensée anciens pour faire naître le nouveau, pour aller vers la créativité qui nous élève. Donc en cela, je pense que cette thématique-là, elle nous concerne pleinement aujourd'hui. On voit bien que nous sommes dans un passage, certains s'interrogent, d'autres sont ont déjà la perspective de ce qui va arriver derrière qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne. Mais on est bien conscient que les uns et les autres, on a besoin de gravir cette montagne. Alors certains ont commencé déjà un peu le chemin, donc c'est un peu plus avancé. D'autres se disent peut-être qu'ils vont y aller, d'autres ne veulent pas du tout y aller. Donc évidemment, chacun fait avec ce qu'il a et là où il se trouve. Mais on a bien conscience qu'il y a ça à franchir. Et je crois que c'est pour ça que ce message des cathares, il nous parle, parce que certes, il y a cette notion d'indépendance, de souveraineté intérieure, c'est-à-dire cette idée que on va au bout de ce que l'on croit, ce à quoi on pense. On peut se tromper, évidemment, mais en tout cas, on va au bout de l'expérience. Et je crois que c'est ça qui nous touche aujourd'hui. Et qui, forcément, au moment où on doit faire des choix, c'est une période de grands choix, bien, on est contraint de se poser ces questions-là. Et si on est ouvert, eh bien, on va se poser la question, on va se mettre face au miroir et on va se demander qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je pense, et est-ce que je peux. Et donc, c'est bien ça, c'est ce que derrière ces cathares, il y a derrière pour moi un mythe. On est presque dans une mythologie, au sens où on touche un archétype qui est est-ce qu'on va aller au bout de ses convictions? Est-ce qu'on est capable d'aller au bout de ses convictions et de pouvoir agir dans la matière et de mettre tout son être, son corps physique, ses corps subtils au service de plus grand que nous, et donc à ce à quoi on croit, ce à quoi on a foi. Et donc ça, c'est fondamental, et c'est pour ça que cette période-là, elle est cruciale et qu'elle est fascinante. Elle est en même temps très déstabilisante, mais elle est fascinante. Et je crois que c'est là que nous avons des correspondances avec ce qui a pu être vécu dans une autre époque, ou ce qu'on peut en savoir, ou en tout cas en ressentir, c'est que nous sommes à un moment crucial de notre histoire. Le XIIIe siècle est un moment crucial de l'histoire de France. On peut imaginer, par exemple, si cet événement ne s'était pas déroulé de cette manière-là, s'il n'y avait pas eu l'Inquisition et la répression, où en serait la France aujourd'hui? C'est vraiment, on voit bien qu'il y avait un avant, un après. Exactement, ils ont tenu quelque chose, ils ont tenu leur engagement. Pour moi, le grand message qu'ils nous délivrent aussi, c'est que rien n'est fini, ce n'est pas joué. Le fait de ne pas avoir renié, faut savoir que quand même la plupart des bons hommes et bonnes femmes n'ont pas renié leur foi. Et donc c'est quand même une grande leçon. Serions-nous capables? Moi, je me suis beaucoup interrogé. Hein, et si je devais aller sur le bûcher dans 3 jours, comme à Montségur, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que j'ai atteint un degré suffisamment évolué du non-dualisme pour ne pas avoir peur d'avoir mal et de quitter mon corps au nom de ma foi? Ça s'interroge. En cela, c'est aussi un modèle.
C'est pour ça qu'ils un sont modèle, restés, ouais. pour moi, les cathares, ils sont restés dans l'inconscient collectif. Exactement. Voilà. Et On peut dire. pour resituer juste 2 minutes, tu sais, historiquement, parce que tu parles de Montségur, peut-être certaines personnes Oui. ont entendu parler de Montségur, etc. Donc, juste pour vous donner quelques dates historiques quand même, pour poser le décor. Donc, les Cathares, la première croisade contre les Cathares a démarré en 1209. Donc, ce sont d'abord les barons du Nord qui sont venus vraiment quelque part réprimer les Cathares. Ensuite, donc toute la répression, elle a duré environ 200 ans, donc ça a été vraiment très très long. Mais à partir parce que la croisade n'a pas tellement bien fonctionné, enfin ils n'ont pas réussi en tout cas à exterminer les Cathares comme ils le voulaient, eh bien à partir de 1233, il y a eu ce qu'on appelle l'Inquisition. Et donc là, c'était pas par la force militaire, mais là c'était, ça nous rappelle aussi des épisodes plus récents de notre histoire, c'était du porte-à-porte, des dénonciations de qui était cathare, qui était pas cathare, etc., etc. Donc vraiment avec une certaine minutie, ils sont allés décortiquer dans tous les villages, voilà, voir qui était cathare. Donc ça a duré assez longtemps. Et ce qui est vraiment surprenant aussi, c'est dans cette période-là, on pourrait croire que finalement le catharisme a reculé, mais en fait le catharisme a même augmenté dans cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui étaient vraiment de fervents admirateurs des cathares et qui voulaient du coup aussi se convertir. Donc c'est vraiment très important aussi de voir cet aspect, cette force en fait qui représentait et qui du coup continuait en fait à vraiment parler aux gens. Et du coup, il y a eu ce fameux Montségur. Donc là, le siège de Montségur, c'est 1244. C'est le dernier bastion cathare. Voilà, historiquement, c'est ce qu'on dit, c'est le dernier bastion cathare. Le premier bûcher cathare, c'était Minerve. Et à Montségur, il y a eu un grand bûcher aussi, malheureusement, où il y a eu à peu près 11-12 mois de siège. Donc, ils ont tenu pendant quand même presque 1 an. Et apparemment, ce qui a fait chuter Montségur, c'est qu'il y a eu un traître parmi les cathares, qui fait que en fait ils n'ont plus pu se nourrir. C'est-à-dire qu'il y a eu, je sais plus si tu te rappelles de l'histoire exacte, je pense qu'ils ont mis un rat où il y avait des maladies dans l'eau, c'est ça, dans la citerne, je pense, qui fait que. Alors pour être franc, je n'ai pas cette information-là, moi. Ouais, moi j'avais eu cette info-là, ouais. D'accord. Qu'il y a eu un traître en fait. Ouais. D'accord. Mais parmi les cathares, peut-être pas, en tout cas parmi les gens dans qui le étaient dans le castrum. Voilà, exactement. Voilà. Et c'est ça qui a fait du coup qu'ils pouvaient plus être autonomes en nourriture en eau et du coup ils ont dû se rendre. Et donc ils se sont rendus, mais au lieu de se rendre, c'est-à-dire comme tu disais tout à l'heure, de laisser tomber leur foi, eh bien au contraire ils ont choisi de sauter dans le feu, hommes, femmes et enfants. Donc c'est ça qui est absolument, ça nous prend vraiment aux tripes. Souvent quand je le raconte, j'ai des frissons et un peu les larmes qui me montent aussi parce que ils sont tous descendus en chantant en fait de cette colline de Montségur et ils sont tous allés se jeter dans le feu comme une forme aussi de rituel de purification. Vraiment, c'est ce que j'avais capté aussi quand j'étais à Montségur. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'étais à Montségur, quand je suis montée, j'entendais les chants. Donc c'était vraiment, j'entendais tous les chants qui chantaient en descendant de cette colline pour pratiquer entre guillemets ce rituel, ou en tout cas ce qu'ils ont fait demande beaucoup de courage et je pense comme tu dis qu'on on se pose la question, nous, est-ce qu'on serait capable aujourd'hui vraiment de faire cela, d'avoir cette foi tellement puissante en nous qu'on préfère se jeter au feu finalement que de nous rendre. Disons qu'en tout cas c'est la question du reniement, quoi. Ouais. Ce qui est important, c'est la force, c'est la puissance du reniement. Et donc, je pense que leur philosophie, leur esprit avait une vision au-delà d'une simple vie et d'une incarnation unique. Donc, l'enjeu, évidemment, n'est pas uniquement entre guillemets, de sauver sa peau, parce que sauver sa peau peut coûter plus cher si on a une vision de vie successive ou peu importe comment on voit l'aspect des réincarnations, mais en tout cas, je pense que c'est le fait d'avoir une vision large des événements qui fait que on peut considérer les choses différemment. Par rapport à Montségur, juste par rapport au siège, peut-être si on veut aller chercher, il y a aussi d'autres versions par rapport à l'aspect historique de cet aspect-là. Effectivement,
Voilà, donc peut-être que les gens qui sont intéressés pour aller voir plus Ouais, avant bien comment ça sûr. s'est déroulé, puisqu'il y a évidemment plusieurs aspects historiques qui peuvent être découverts. Oui, c'est un moment crucial par rapport à toute la philosophie, tout le mouvement Qatar, cette chute de Montségur, puisque Montségur avait un grand symbole, c'était aussi un lieu où on pratiquait ce qu'on appelait le rite de bonne fin, c'est-à-dire qu'effectivement les personnes affiliés à l'Église, peu importe, tous les membres de l'Église Qatar pouvaient venir dans ce lieu pour passer la porte de l'au-delà dans les meilleures conditions et donc régler les choses qu'ils avaient à régler avant de passer de l'autre côté, puisque dans cette philosophie, il y a vraiment un aspect, comme on vient de le dire, d'une vie, d'une existence de l'âme plus large que la simple incarnation d'une personnalité. C'est ça qui est important. Peut-être qu'aussi on n'a pas précisé, mais nous on utilise beaucoup le terme Qatar. Oui, c'est vrai. En fait, il faut bien savoir qu'il est inapproprié. Hein. Oui. Donc c'est juste un phénomène de langage. Mais à l'époque, les engagés s'appelaient donc les bons hommes et bonnes femmes, dans le sens de hommes accomplis et femmes accomplies. Donc après, effectivement, on les a aussi traités de parfaits, mais c'est aussi une vision inquisitoriale. C'est-à-dire quand on disait parfait hérétique, c'est-à-dire que ce sont des hérétiques irrécupérables, donc des parfaits hérétiques, donc qui étaient condamnés au bûcher. Donc cette venue et les glissements de langage ont fait que c'est important de le resituer. Effectivement, et si on voulait être juste par rapport à ça, on ne devrait pas utiliser le terme Qatar. Oui, exactement. Parce qu'effectivement, les bons hommes et les bonnes femmes. Il appelle une vibration qui est forcément un dénigrement quelque part. Mais bon, les abus de langage parfois s'installent. En tout cas, maintenant officiellement, c'est le pays Qatar, les châteaux de Qatar. D'ailleurs, les châteaux qui ne sont pas vraiment Qatar, hein, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, il y avait plusieurs strates de la société aussi qui étaient vraiment qui se confondaient. Donc du coup, ce sont vraiment des châteaux de certains seigneurs qui étaient sympathisants au Qatar en fait. Hein, donc c'est pour ça qu'on les appelle les châteaux Qatar. Et donc pour revenir aussi du coup à la trame de ton film, parce que c'est pour ça que j'avais envie de parler de la croisade, l'Inquisition, etc. Parce que on le voit aussi dans ton film, tout ça finalement. Est-ce que déjà tu peux nous faire un petit pitch, sans trop révéler l'histoire du film, évidemment un petit pitch du film, et puis nous expliquer vraiment, parce que pour moi il y a vraiment un aspect initiatique très important dans ce film. Et c'est ça, en ça que je pense qu'il peut toucher aussi un grand nombre de personnes, c'est qu'à travers justement l'histoire des Qatars et le personnage principal qui, au fur et à mesure, qu'on commence à retrouver certaines choses en lien avec les Qatars, et bien il y a un parcours personnel qui s'amorce, quoi. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'histoire donc, dans un premier temps, faut dire que c'est un film de fiction, hein, c'était pas un documentaire, hein, déjà. Oui. Donc, film avec une histoire qui est structurée et une narration. Donc, c'est l'histoire de Guillaume, entre autres, qui, par un effet de hasard, se retrouve en Ariège. Et donc, à partir de là, il rencontre cette histoire des Qatars, qui lui parle d'une manière un peu inconsciente au départ. Donc, il rencontre deux personnes, hein, Martine et Jean, qui vont avoir un rôle très important dans la suite de son parcours, qui tiennent une chambre d'hôte au pied du château de Montségur. Et à partir de là, notre personnage, eh bien, il va commencer à se mettre évidemment dans les pas des Qatars. C'est-à-dire qu'il va essayer de découvrir déjà l'histoire, ce qui va nous permettre, nous spectateurs, de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée du film, eh bien, il va entrer dans une quête intérieure. Alors, au début, de manière inconsciente, accompagné par ces deux personnages, hein, Martine et Jean, qui vont l'aider à repartir sur ce chemin de la connaissance de lui-même. C'est un personnage qui porte certaines mémoires, certains traumatismes. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, il va découvrir cette histoire, l'histoire des Qatars, et progressivement, il va retrouver son histoire à lui. Et il va comprendre, dans un premier temps, que peut-être il y a des correspondances entre les époques. Et donc, c'est un film qui se structure entre des allers-retours entre le XIIIe siècle et aujourd'hui, avec des mises en abîme, hein, c'est l'antique outil pour ça, avec des reconstitutions historiques bien sûr. Et puis ce personnage, eh bien, il va avancer. Et au final, je ne vais pas dévoiler tout le film évidemment, mais au final, il va découvrir qui il est vraiment. En tout cas, il va comprendre qu'il a des alliances qui se sont faites au cours de sa vie, au cours de cette incarnation-là et même des précédentes, et que tout le chemin qui s'offre à lui, c'est de pouvoir aller réconcilier ces différents plans de conscience pour se libérer et à la fin devenir un être accompli, prêt à servir et prêt à vivre vraiment de manière libre, en dehors des enchaînements qui ont pu se dérouler dans cette vie-là et dans les vies précédentes. Et donc c'est ça l'objectif du film, c'est de montrer qu'il existe un espace de réconciliation,
Parce qu'en fait, le thème premier du film, c'est la réconciliation. C'est une réconciliation qui s'opère sur différents plans, différents niveaux de conscience. Cette question-là est apparue assez vite quand j'ai écrit le scénario, parce que évidemment, je voulais pas être dans une dualité, les bons, les méchants, parce qu'assez vite, quand on a une vision un peu élargie, on comprend que c'est pas une question de groupe, c'est une question de mécanisme. C'est qu'effectivement, à un moment, il y a des mécanismes néfastes qui se mettent en place et qui engendrent cette barbarie. Je me suis, par exemple, interrogé sur comment un inquisiteur, que pouvait réfléchir, que pouvait penser un inquisiteur dans ces moments-là. Et pourquoi est-ce qu'on peut en arriver à ce niveau de barbarie? Et c'est ce qui m'a interrogé. Et donc, forcément que on ne peut pas aborder ce type de sujet si on ne veut pas dans un dualisme sans passer par la réconciliation. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait concilier et réconcilier deux visions opposées, mais en fait qui ne font partie que d'une même problématique. C'est effectivement, et je pense que là, on est au cœur de la philosophie cathare, en tout cas de ce qu'ils ont voulu nous apporter et nous enseigner, c'est la question de la dualité, du dualisme entre le bien et le mal. Comment faisons-nous pour agir dans une dimension dans laquelle nous sommes incarnés, qui globalement est enfermée dans la matière, si on n'arrive pas à mettre de l'esprit et à mettre de l'amour dans cette matière, on est prisonnier. Et donc c'est comment est-ce qu'on arrive et comment est-ce qu'on fait pour sortir de cette roue, on pourrait l'appeler la roue du dharma, cette roue qui nous enferme, cette roue des mécanismes néfastes qui nous enferment. Comment est-ce qu'on fait pour en sortir? Quel mécanisme on peut mettre en place? Et ils avaient en cela, ils avaient des outils plus ou moins évolués, on va dire plus ou moins difficiles à intégrer, selon le degré d'engagement dans l'Église, pour essayer de sortir de ces mécanismes. Mais ce n'est pas la seule tradition à l'avoir mis en place. Il y a certains aspects qui sont très proches du bouddhisme, par exemple. Ouais, exactement. Ouais, j'allais y venir. Ouais. On comprend bien qu'on touche à une tradition qui est supérieure aux problématiques du dogmatisme religieux de différentes régions. On est en haut de ça. Et c'est pour ça que j'ai essayé de montrer à travers le film, à travers le parcours de ce personnage de Guillaume, qu'est-ce que ça pouvait être, de manière simplifiée forcément, que cette démarche gnostique dont on parle, cette démarche de sortir de ces cycles, d'apprendre à se connaître soi-même, d'apprendre à connaître ses parts d'ombre, les accepter et les guérir pour s'en libérer. C'est ce que j'ai voulu essayer de montrer à travers le personnage de Guillaume. Ouais, exactement. Et c'est vraiment très bien retranscrit parce qu'on le vit vraiment avec lui, en fait, ce parcours-là. Et c'est vrai que ce que je trouvais aussi intéressant dans le film, c'est que du coup, il est amené à avoir certaines visions donc du passé. Donc on se pose la question, est-ce que c'est des mémoires de vie passée? Est-ce qu'il a été inquisiteur ou plutôt est-ce qu'il a été victime cathare, etc. On sait pas trop en fait s'il est bourreau-victime, si ça s'entremêle, etc. Et justement, j'avais envie aussi de te poser la question par rapport à toi, finalement, qu'est-ce qui t'a inspiré aussi ce scénario? Est-ce que ça vient aussi peut-être toucher ton histoire personnelle ou peut-être certaines mémoires que tu portes en lien avec cette période-là? Bien sûr qu'il y a forcément des mémoires conscientes ou inconscientes, forcément. Il y a des choses, on peut pas faire ce type de film de manière, pour moi le hasard n'existant pas, donc forcément il y a des liens. Il y a des liens parce que cette terre elle me parle, là aussi de manière inconsciente, il y a des mémoires qui sont en moi, je vois des images, j'ai vu des images, mais je peux pas dire si c'est mon imaginaire ou si c'est des vraies images, mais peu importe. Elles sont là, peu importe d'où elles viennent, on s'en fiche, c'est pas là la question. On n'a pas besoin de l'analyser de manière mentale et de manière forcément, voilà, dans la raison. Donc, c'était un point de départ forcément, et c'est pour ça que forcément ce personnage, il fait des allers-retours entre et nous spectateurs qui le voyons. C'est ça l'intérêt des spectateurs de ce type de film, c'est qu'on voit les mécanismes s'opérer, et ça nous fait aussi un retour par rapport à nous en tant que spectateurs. De voir qu'est-ce que c'est que ces mécanismes et comment un personnage, comme on observe, crée ses propres réalités. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est la question de la réalité. Donc, on oscille dans différents plans, on est dans le rêve, dans le monde onirique, dans des images, dans l'imaginaire, dans l'histoire. Et en fait, finalement, les frontières sont très, très ouvertes. Si on a suffisamment, si on circule suffisamment, ça peut circuler très, très rapidement entre ces différents plans. Et c'est ça qui est intéressant, parce que ce qui est important pour moi, ce qui compte, c'est l'information, c'est la source même, qu'elle soit
d'une origine imaginaire, onirique, poétique, livresque. Ce qui compte, c'est ce que ça nous parle, c'est ce qu'on manifeste à travers cette information. Ouais, Donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Ça me fait penser à une question qu'on m'avait déjà posée aussi, parce que moi j'ai été hypnothérapeute pendant très longtemps et je faisais parfois des régressions dans les vies passées justement. Et donc un jour on m'a posé la question: comment tu sais en fait que ce que la personne voit, si c'est vrai ou pas, si c'est vraiment une vie passée qu'elle a eue? Et moi je répondais tout simplement: c'est pas important de savoir si c'est vrai ou pas. La question c'est plutôt est-ce que c'est pertinent pour la personne? Est-ce que l'information, comme tu disais, elle est pertinente? Est-ce que ça vient toucher quelque chose dans son espace intérieur de cette vie-ci? Et donc, si c'est le cas, s'il y a cette résonance-là, c'est que, bah voilà, c'est ça qui compte, en fait. C'est ça le plus important, finalement. Tout à fait. C'est pour ça que on découvre l'histoire et les aspects ésotériques à travers le regard de Guillaume. Ce qui fait qu'à certains moments, on est dans le regard parce qu'il est à un plan vibratoire tel que il voit l'inquisiteur en lui. Oui. Et à d'autres moments, il est sur un autre plan vibratoire et il voit un engagé sur le chemin. Donc, il voit différents plans. Et ça, c'est effectivement, mais parce que le monde, il faut bien se rappeler que le monde qui nous entoure existe à travers notre propre regard. C'est nous qui créons le monde. Ouais, et donc, selon la vibration à laquelle on se trouve, on va voir telle ou telle chose. On va mettre en avant des événements. On va mettre en avant des vibrations que on va créer une alliance avec ces mondes-là. Et puis on va donner l'énergie, on va donner notre consentement, et à partir de ce moment-là, hop, ça existe. Ouais. Et donc ça nous interroge sur notre pouvoir. Quand on parle de pouvoir créateur, eh bien on touche le cœur du sujet. C'est-à-dire que nous sommes créateurs dans nos pensées d'abord, puis après dans nos paroles, dans nos actes. Et donc jusqu'où est-ce qu'on fait descendre dans la matière? Et l'intérêt de la démarche gnostique, en tout cas de ce qu'on peut en connaître pour notre époque, c'est que nous avons la capacité justement de corriger et de régler ces affaires-là. C'est-à-dire que nous avons un pouvoir de pensée, de parole et d'action. Et donc, à chaque moment, on peut interagir et on peut intervenir pour éviter que des schémas qui sont installés depuis longtemps parfois peuvent être corrigés. Et donc, chaque instant, chaque moment, nous avons des opportunités pour modifier cette fameuse loi du karma pour certains, mais en réalité, cette loi du karma, voilà. Et donc, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est marrant que tu dis ça parce que tu sais, dans mon livre, donc vous êtes la lumière du monde, c'est exactement ce que je dis par rapport au karma. Je dis, le karma, je l'ai mis parce qu'il y a 3 sections dans mon livre, il y a passé, présent, futur, et je l'ai mis dans la section sur le présent. Et j'explique pourquoi, tout simplement parce que le karma, il se résout dans le présent. On a tous les jours, à chaque moment, le libre arbitre de faire des choix qui sont différents. Donc c'est vraiment, on se rejoint aussi là-dessus. C'est vraiment important de savoir que tout se passe ici et maintenant, en fait. On a vraiment ces choix qu'on peut faire, qui sont là ici et maintenant. Il faut pas forcément, aller dans le passé ou projeter dans le futur. C'est ici que ça se passe, et c'est ici qu'on peut finalement, entre guillemets, se réconcilier avec son karma ou avec certaines vies antérieures ou même des vies futures. C'est vraiment tout est ici, quoi. C'est effectivement ce que j'ai voulu montrer à travers le film, de manière en 2 heures, de montrer en dehors au-delà surtout de la théorie. Concrètement, ça se passe comment? Donc, on a un personnage, on découvre qu'est-ce qu'il a comme problème, comment il se confronte et qu'est-ce qu'il peut et comment il le règle finalement, et comment il règle différents plans, comment il a la capacité d'un moment de dire non à une force qui vient vers lui et qui veut quelque part rejouer avec lui, rejouer encore des schémas, rejouer encore un nouveau film entre guillemets. Eh bien, il dit non. Là, non, j'ai compris qui tu étais. Maintenant, je veux plus faire alliance avec toi. Et ça, c'est un pouvoir que nous avons. Et donc, c'est fascinant. Alors évidemment que là, on touche à une liberté individuelle incroyable. C'est-à-dire que si on est suffisamment éveillé, on commence à prendre son individualité au sens premier du terme. Donc, on touche sa souveraineté intérieure et on peut commencer à dire non aux suggestions extérieures qui peuvent nous dominer, qui peuvent nous enchaîner et nous rendre esclaves. Et donc, en cela, évidemment que les mouvements religieux dogmatiques et le pouvoir politique de l'époque des Cathares n'avaient pas tellement envie qu'un tel courant s'installe trop fortement dans une société, parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait naître des individualités, des individualismes qui étaient déjà très présents. Hein. Savoir que les seigneurs sont très indépendants déjà dans le territoire de manière au point de départ. Donc, ça n'arrangeait pas les choses. C'est en plus une philosophie qui commence à développer ça et à dire à tout à chacun, même la personne qui est illettrée, tu as le pouvoir de changer ta vie.
Tu as le pouvoir de modifier, de te rendre, voilà, de trouver de nouveaux espaces de liberté, simplement en agissant chaque jour pour le bien d'autrui et pour le bien autour de toi. Et à partir de ce moment-là, tu vas entrer dans une sphère du bien. Évidemment que ce n'est pas très facile pour des forces qui ont une autre vision du monde, une autre manière d'appréhender la création et la manifestation qui est la nôtre. Il y a une phrase intéressante du film, sans spolier, mais à la fin, qui dit il y a deux manières d'être au monde, une qui libère, une qui enferme. Et donc là, je pense que tout est dit quelque part par rapport à et ça fait quand même un certain temps qu'on est en tout cas qu'on nous impose cette vision du monde enfermante, et maintenant on est dans cette phase aussi au niveau planétaire où au contraire il y a cette ouverture vraiment vers plus de liberté, plus de souveraineté aussi intérieure, spirituelle, sur tous les plans, à tous les niveaux en fait, de toute façon. Donc et c'est intéressant du coup aussi moi ce qui m'a intéressé dans ton film, c'est aussi l'aspect finalement multidimensionnel. Et le fait qu'il y ait à la fois donc plusieurs plans dans le film, il y a évidemment les mémoires, etc. Il y a le moment présent, il y a aussi peut-être certaines quel humain j'ai envie de devenir aussi dans le futur. Tu vois, donc il y a vraiment plusieurs plans multidimensionnels comme ça qui se mêlent. Et c'est vrai que moi-même, tu vois, dans le premier livre que j'ai écrit, la grotte du sorcier, j'avais aussi fait des parallèles comme ça avec au fur et à mesure que le personnage principal reconnecte avec certaines mémoires, ça l'a fait avancer aussi intérieurement sur la reconnaissance des parts d'ombre, parce qu'il va y avoir toujours des résonances aussi sur différents plans et différentes dimensions. Et donc, en fonction de ce qu'on vibre, eh bien, on va attirer à soi, évidemment, certaines reconnexions. Donc là, par exemple, effectivement, ou l'inquisiteur, ou le cathare qui est initié. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'à travers tout ça, eh bien, il y a vraiment cette forme aussi d'unité qui se crée, en fait. C'est-à-dire qu'on est tout, en fait. On a été victime, on a été bourreau, on a été lumière, on a été obscurité, on est tout. Et on arrive vraiment à réunir tout ça. Et je pense que l'énergie de la réconciliation, c'est vraiment aussi cette unification finalement, du blanc, du noir, la lumière, l'ombre, etc. Oui, je pense que tout chemin initiatique et tout chemin de toute voie de libération ne peut s'opérer que après une phase de réconciliation. Parce que il faut se réconcilier avec soi-même, avec justement cette part d'ombre dont tu parlais, donc et réellement qui nous sommes en tant que déjà notre condition d'incarné. Il faut déjà se réconcilier avec ça. Et après, on peut servir plus grand que soi. C'est d'ailleurs toute la symbolique du consolament. Ce fameux rituel du consolamentum, c'est effectivement ça. C'est un moment, quelqu'un qui a suffisamment travaillé sur lui et qui est suffisamment autonome, on va dire, pour pouvoir décider de servir le bien. Donc on pourrait l'appeler Dieu, mais on peut l'appeler le bien, on peut l'appeler le bien d'autrui, on peut l'appeler de manière très différente, mais c'est de se retourner, c'est le bon retournement du cœur. On retourne son cœur et on se met au service de ce qui nous semble grand, noble et bon. Et d'ailleurs, j'avais envie de te poser justement la question parce qu'il y a une très belle scène sur le consolamentum, justement peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un rituel très important, vraiment dans la spiritualité cathare. Et donc ça se passait souvent dans des grottes, donc ils n'avaient pas de temple, on va dire, à proprement parler. Donc comme c'est dit dans le film, leur temple c'était la nature. Et donc là, qu'est-ce qui se passe justement lors de ce rituel alors? Sans vouloir trop le décrire, parce que tout rituel reste sacré et intime. Secret, sacré, on est pas d'accord. Voilà, secret, sacré, donc ça reste de l'ordre d'intimité. Et c'est pour ça d'ailleurs que on le filme mais de manière très 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 courte. C'est évoqué. Voilà, c'est évoqué, mais c'est juste, voilà, pour moi, tout ce qui est rituel, quel que soit le rituel, doit être respecté à ce niveau-là. Le principe, en tout cas, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui se présente à nouveau devant, on va dire, la part créatrice qui le compose, c'est-à-dire devant son créateur, mais aussi sa part à lui-même, mais sa part plus grande que sa propre personnalité. C'est un peu délicat à comprendre, mais c'est pourtant fondamental. Donc c'est une personnalité incarnée à un moment zéro, un moment T, qui vient se présenter devant plus grand que soi pour dire maintenant, j'ai compris qui je suis en tant qu'incarné, j'ai compris qui je suis en tant que personnalité, je me connais là où je suis, et maintenant je peux me mettre au service de plus grand que moi, en conscience et avec tout mon cœur. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Donc, le consolament est un rituel qui se fait de manière assez large dans la société cathare. Évidemment, c'est fait par un prêtre, voilà, on va dire ça comme ça, quelqu'un qui effectivement a l'alliance avec les mondes supérieurs.
pour délivrer cette reliance. En fait, c'est pourquoi aussi le titre réconciliation, c'est parce qu'il y a consolation et consolament derrière. Mais, Et cette idée que, à un moment, c'est cette réconciliation qui fait que bien un être se présente et s'engage. Et ça, c'est vraiment fondamental. On est aujourd'hui on a un rapport au divin et au sacré qui souvent on demande, mais est-ce qu'on s'engage vraiment? C'est vrai, c'est vrai. Et donc, chez les cathares, il y a l'idée de l'engagement. Alors, cet engagement qui peut aller très, très, très loin, puisque les bons hommes et bonnes femmes avaient un rythme de vie et une ascèse très, très puissante. Souvent, ils sont très austères, même. Voilà, c'est je perds le terme. Enfin, des gens qui vont trop loin. En fait, ils mettaient effectivement cet engagement au service ils faisaient tout pour travailler leur corps de volonté, c'est-à-dire manger peu, dormir peu, travailler, prier, avoir une nourriture très ascétique pour justement contraindre le corps de volonté dans le corps physique pour laisser place et laisser part à l'autre soi-même, plus grand, pour qu'il prenne plus de place pour justement, et c'est l'amorçage, et c'est là que ça devient fascinant, c'est l'amorçage pour sortir de la route des réincarnations qui enferme. Ouais. Mais d'autres démarches esthétiques dans le bouddhisme aussi travaillent sur les mêmes plans. Et il y a l'aspect végétarien aussi. Notre corps, complètement. Comme les bouddhistes. Par rapport aux forces, par rapport aux énergies, par rapport aux alliances, complètement comme les bouddhistes. On est dans le même type de pratique. L'objectif, c'est de sortir du piège du corps physique. Exactement. Ouais. Voilà, qui est un outil, mais qui ne doit être qu'un support mis au service d'eux. Et donc, le consolament, justement, il manifeste ça, il montre ça, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se met au service et qui reçoit le baptême de l'esprit. Alors, il y a évidemment d'autres purifications, on en parle aussi dans le film, le baptême de l'eau aussi qui est très important, sur différents plans, il y a une notion mais on retrouve là une tradition primordiale qui est très très ancienne évidemment, le rapport à la nature. Le rapport à la mère nature en tant que c'est ce que je voulais te poser justement comme question, c'est-à-dire que pour moi ce qui m'a touché aussi c'est la place que tu laisses à la nature dans ton film où elle est partout déjà. J'ai même l'impression que c'est comme elle l'initiatrice ultime finalement de Guillaume, le personnage principal, c'est la nature, c'est la terre-mère ou la mère nature comme on dit dans le film. Et surtout ce qui est intéressant aussi c'est qu'on passe à travers les 4 saisons. Donc il y a vraiment cette nature qui est ultra présente. Donc j'avais envie de savoir pourquoi c'était important pour toi de la mettre en avant comme ça et aussi par rapport au tournage, comment ça s'est passé aussi au fil des saisons de découvrir et redécouvrir tous ces endroits vraiment qui vibrent profondément à travers les différentes saisons. Déjà la notion de cycle, elle est fondamentale. Ouais. Donc nous sommes dans des cycles en permanence, nous sommes dans des cycles jour-nuit, enfin on pourrait décliner, nous sommes dans un monde de cycles. Et donc les 4 saisons font partie de ce grand cycle. La tradition, elle était complètement inscrite dans ces cycles de nature. Il y a assez peu de temps finalement qu'on s'est coupé de ça. Alors on trouve ça un peu extraordinaire, alors qu'en fait non, c'est juste que nous-mêmes nous sommes dans ce cycle-là et que toutes les fêtes, tous les grands rendez-vous avec les dieux, avec les divinités étaient des rendez-vous liés aux saisons. Et puis en fait, quand on fait des études un peu plus approfondies sur les origines même des mythes et des religions, eh bien, à la base, tout est nature. Tout est à la base de la nature. C'est la mère nature fondamentale dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous dépendons. Nous dépendons de la mère nature. Nous sommes avec elle et non pas contre elle. Et donc, ce travail de réconciliation, il se fait forcément avec la nature parce que dans la nature, il y a toute la sagesse. Le grand livre de la sagesse, c'est la nature. Et donc, et surtout quand on fait ce type de parcours initiatique qui est tumultueux, la nature est une aide incroyable. C'est un ancrage aussi. Et voilà, elle nous aide parce que on va traverser des tumultes dans cette fameuse démarche gnostique, mais elle va être stable. C'est-à-dire, quand on a besoin de se retrouver, on va retrouver la rivière, on va retrouver les esprits de la rivière. Eux, ils sont là et ils savent nous guider et nous protéger. Ils savent nous redonner de l'ancrage. Ça, c'est fondamental. Donc, même sans aller dans une spiritualité trop poussée de la nature, nous, aujourd'hui, nous avons besoin d'y retourner pour retrouver ces mécanismes-là et cette alliance. Et évidemment qu'il y a 4 saisons et que, il suffit de regarder, même si on vit dans les villes, c'est un peu plus difficile, mais
on voit bien que chaque saison a une vibration particulière. L'hiver nous invite à l'introspection, on rentre à l'intérieur de soi. Quand le printemps arrive, c'est l'ouverture. Après, on va vers le feu. On va vers le feu de l'été. Évidemment que toutes ces rendez-vous-là étaient balisés. Alors, on les a chez les druides, on les a partout. Et forcément que nos frères et sœurs, bons hommes et bonnes femmes, bien, ils vivaient en relation avec ça. Et ils ne pouvaient pas séparer la tradition christique de ces cycles-là qui faisaient partie intrinsèque et finalement le lien avec la tradition un peu païenne, hein, finalement le druidique, je pense ou celtique, elle est vraiment là aussi. Hein, je pense que les Cathares, ils ont su vraiment mêler les deux comme ça très fortement. Quoi. Oui, et puis cette vision païenne, n'oublions pas encore une fois, c'est une vision, on va dire entre guillemets, négative. On parle de païen au sens à l'opposé d'une vision monothéiste qui finalement quand on regarde l'histoire de l'humanité est assez court, hein. C'est assez court le monothéisme tel qu'on le vit aujourd'hui, et on voudrait nous faire croire que il a été tout le temps, mais non. Il y a assez peu de temps qu'on a éradiqué toutes les divinités, déesses locales et autres puissances qui étaient en lien avec la nature, parce que notre énergie, la vie même, vient de la nature, vient de cette force féminine, naturelle, primordiale, et donc on peut pas si on fait un chemin spirituel réel, à mon sens, on ne peut pas s'en couper. Sinon, on est uniquement avec un type de vibration qui n'est pas en harmonie avec notre réelle création en fait. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, qui dit mère nature, terre-mère, etc. L'aspect du féminin sacré finalement aussi, hein, donc l'aspect de la mère divine qu'on retrouve évidemment dans la conscience de la terre. Et ça fait vraiment aussi du coup écho aux femmes cathares, parce que ça c'est quelque chose qui est quand même assez extraordinaire et inédit pour l'époque. C'est la place des femmes dans le catharisme, c'est-à-dire que les femmes, donc on vous parle du Moyen Âge, l'époque du Moyen Âge, elles avaient quasiment tous les mêmes droits que les hommes. Donc elles pouvaient détenir des biens, elles pouvaient vendre, elles pouvaient acheter, elles pouvaient hériter aussi de leur père, tout comme les frères de la fratrie. Elles pouvaient aller en justice, elles pouvaient aussi prêcher. Enfin voilà, elles avaient beaucoup de droits. Il y avait vraiment beaucoup de liberté pour les femmes. Alors c'était peut-être pas parfait, mais pour l'époque, encore une fois, c'était vraiment très avant-gardiste. Et donc, les femmes cathares, la place de la femme, c'est très important. Tout à fait, c'est très important. D'ailleurs, le catharisme s'est beaucoup propagé à travers les femmes au départ. C'est-à-dire c'est les femmes qui ont cette sensibilité-là, qui ont permis que ça s'ancre. C'est elles qui transmettent. C'est l'éducation, effectivement, et pas mal de femmes nobles, notamment, qui avaient cette vision ouverte et qui m'ont permis de faire émerger, d'implanter progressivement dans les différentes régions la philosophie. Il faut bien se remettre dans le contexte. Hein. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de téléphone. Donc pour passer les messages, pour instaurer un mouvement, il faut effectivement il faut des véhicules, hein, il faut des supports pour que cette tradition puisse se transmettre de village en village, qu'elle puisse être animée, vivifiée. Donc c'est tout un travail. Donc il y a un tissu comme ça, et le tissu des femmes a été très important. Quand on parle du Moyen Âge, on parle souvent effectivement, on a toujours une vision où on veut nous faire croire que le Moyen Âge était une période obscure, forcément beaucoup moins bien que la nôtre. Et ça, peut-être qu'on devrait faire attention à cette vision-là. Peut-être qu'on a une vision un peu linéaire et progressiste des choses, que forcément avant c'était moins bien, et que ce qu'on nous propose devant est beaucoup mieux. Enfin, quand on regarde un peu les événements, on se rend compte que la situation dans laquelle on est n'était pas si enviable que ça finalement, et que peut-être dans le passé il y a des clés qui ont été égarées et qu'il est bon de les retrouver pour ouvrir de nouvelles portes. Et donc je pense que la place de la femme, effectivement, au Moyen-Âge, elle n'est pas du tout, en tout cas dans ces régions-là, elle n'est pas du tout ce qu'on veut bien en dire. Voilà, c'est une vision. Certes, le patriarcat est déjà très très fortement installé, mais il reste justement toute une force de ces femmes guérisseuses, notamment de ces femmes qui enseignent, qui transmettent, très très présents dans toutes les régions. Et c'est pour ça que après il y a eu effectivement une chasse aux sorcières. Donc faut bien penser que ce féminin il est très présent, et ce féminin sacré fait partie totalement de cette philosophie
on va dire, cathares, de ce mouvement du Ouais. 10e, 11e, 12e siècle qui s'installe dans cette région. Ouais, et enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'il y a aussi cette forme de répression qu'il y a eu vis-à-vis contre les Cathares. Elle était aussi marquée par la répression contre les femmes cathares. C'est-à-dire que les barons du Nord, là, donc on peut citer par exemple le fameux Simon de Montfort qui était absolument atroce, et toute son armée qui était vraiment, on peut dire, une sorte d'armée de démons. Hein. Je veux dire, quand on commence à creuser, quand on commence à lire les atrocités qu'ils ont commises, notamment aussi parfois contre les femmes, là, il y a, comme tu disais, il y avait aussi des figures de proue hein, féminines cathares, donc souvent issues de la noblesse. Donc il y a évidemment Esclarmonde de Foix. Il y en a une que j'ai découverte récemment qui s'appelle Guiraud de Lavore. Je sais pas si tu as déjà entendu son nom. Ouais, ouais. Oui, bien sûr, extraordinaire. Voilà, et elle, voilà, l'armée de Simon de Montfort, l'ont violée, l'ont jetée dans un puits vivant, ensuite ils l'ont recouverte de pierres. C'est absolument atroce. Voilà, ces gens étaient vraiment des démons et il fallait, je pense, avoir beaucoup de courage aussi en tant que femme, parce que bon, le Moyen Âge, ça restait quand même une période où les femmes, je pense qu'elles pouvaient pas voyager seules ou etc. Je pense que elles couraient quand même des risques. Donc il fallait vraiment avoir cette force intérieure pour continuer à vraiment transmettre ses convictions et rester vraiment dans l'affirmation de ses valeurs et de sa foi, quoi. Tout à fait. Effectivement, c'est aussi pour ça que dans cette même période naît l'amour courtois. Hein. Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est un rapport Ouais. au féminin qui est différent. C'est un rapport qui Exactement. n'est pas un rapport de domination par rapport au féminin, mais qui est une alliance, Ouais. un nouveau mariage du féminin et du masculin. C'est vraiment, ça arrive en même temps. Et c'est pas par hasard que ça arrive en même temps. Et j'ai envie de dire, même l'amour vibration. courtois, avec les troubadours, les chants d'amour, etc., c'était aussi quelque part mettre la femme sur un piédestal, hein, puisqu'on la chantait, on la célébrait, la femme aussi, donc à travers vraiment ses chants et cette musique et ses poèmes. Donc effectivement, ouais, ça va complètement de pair, et je pense que c'était vraiment une énergie qui était extrêmement présente et qu'on peut ressentir au château de Puyer, du coup. Donc si jamais vous avez l'occasion de visiter ce château, n'hésitez pas à aller le voir. On peut vraiment ressentir, voilà, cette effervescence artistique et vraiment qui est très très belle, quoi, dans l'énergie, quoi. Tout à fait. Et quelque part, dans cette histoire, si on voit bien que ces croisades, cette inquisition, enfin toute cette opposition et ces drames qui ont été perpétués, bah c'est justement ça. C'est une masculinité, c'est un masculin déréglé, hypertrophié, qui se choque avec un féminin qui est en émergence. Et Ouais, les deux ne peuvent pas cohabiter. Il n'y a pas réconciliation justement entre les deux. Il y a choc, il y a dualité. Et donc on est dans la force. Et c'est bien ça ce qui s'est passé. Ces barons du Nord, effectivement, sont d'une barbarie extrême. Ils sont eux-mêmes pris dans des pièges du masculin complètement déréglé, hypertrophié, et vraiment dans son extrême paroxysme. Et le féminin qui lui-même doit trouver sa juste place est en train d'émerger. Donc c'est ce choc-là. Mais si nous regardons bien, tout à l'heure nous cherchions un peu les correspondances avec notre époque. Si on regarde bien, c'est un peu peut-être ce qui se joue aujourd'hui. On a un matérialisme très très fort, donc une certaine conception du monde qui peut-être a du mal à cohabiter avec une autre vision plus ouverte, plus poétique, plus libre, plus créative, plus spirituelle. Et donc c'est bien là encore une fois que se jouent ces deux antagonismes qui doivent trouver un équilibre. Et pour moi, c'est cet équilibre à trouver entre la matière et l'esprit, entre le masculin et le féminin, cette dualité qu'il faut travailler et réconcilier. Exactement. Et c'est bien ce qui s'est passé par rapport à ce féminin. Et ça me permet d'enchaîner justement sur une phrase du film, donc le personnage Jean, qui est un peu l'initiateur aussi, occitan de Guillaume, qui lui dit, voilà, il y a ces deux serpents qui représentent ces deux forces opposées, et c'est aussi arriver finalement faire la paix avec ces deux forces. Et ça représente pour moi du coup le bien et le mal, donc j'imagine que c'est ça que tu as voulu dire dans le film, donc vraiment cet aspect ombre-lumière et cette entre guillemets dualité aussi. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que au niveau de l'histoire des Cathares, donc au niveau académique, il y a beaucoup de mauvaises interprétations qui ont été faites par rapport à la spiritualité cathare. On a souvent dit qu'ils étaient dualistes, qu'ils étaient manichéens et qu'ils étaient vraiment très ancrés, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Vraiment, donc c'est vraiment cette dualité très contrastée. Et en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Je sais pas si tu as envie de nous en parler justement, voilà, de ces aspects, de ces deux forces finalement
qui ont besoin de se réconcilier, de s'unir à nouveau? Oui, en fait, ce sont les énergies de vie primordiales. La vie est. La vie, nature, la nature émerge, elle vit, elle propose une vie. Mais la vie, dans notre création, et en tout cas le rapport que l'humain est invité à avoir avec cette vie, c'est de gérer cette énergie de force. Et en lui, il y a ces deux serpents naturels. D'ailleurs, c'est l'image du caducée, hein. Vous savez, les caducées, traditionnellement, il y a deux serpents, hein, et au centre, il y a le bâton qui est l'axe central. Et donc, c'est ce que l'homme doit chercher, cet axe central, à travers ces deux forces de vie. Et en permanence, il a ces pulsions d'enfermement, mais qui sont aussi des pulsions de protection, qui sont aussi des pulsions de création. Mais en même temps, il faut avoir l'autre, qui est la libération, l'ouverture. Il faut à la fois être conservateur, mais en même temps créateur. Il y a ces deux aspects-là en permanence en nous. Et donc, on doit pouvoir jouer ces deux forces. Et donc, c'est ça, en fait, cette notion du bien et du mal, ça c'est vaste, mais on peut le ramener à des choses beaucoup plus concrètes. Je veux dire, il faut que je sois créatif, mais en même temps, je dois être prudent. Mais pas trop prudent parce que sinon, je suis pas assez créatif. Je dois faire de ma vie une aventure, mais en même temps, je peux pas tout casser parce que j'ai besoin de fondamentaux pour m'installer. Donc, je peux pas non plus être complètement... Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et c'est ce que nous dit la tradition. Et ça, peu importe les époques, les décors changent, mais les problématiques humaines restent les mêmes. Donc, cette tradition-là des deux serpents, elle est dans la tradition depuis... Enfin, cette image-là est présente pour nous rappeler cet aspect-là qui nous concerne. Et c'est un symbole alchimique aussi. Donc, c'est vraiment alchimiser aussi ces deux parts. Et je pense que les cathares, même si on peut pas parler forcément d'alchimie, mais je pense qu'ils touchaient aussi des notions, justement, via la gnose, qui était très reliée aussi à un certain mysticisme, à certains aspects ésotériques aussi, de la chrétienté primordiale, hein. Donc, c'est vrai que ça fait pas plaisir à l'Église quand on dit ça, mais la chrétienté à l'origine était ésotérique aussi. Donc, et ce qui est intéressant, c'est vraiment les parallèles. On en parlait tout à l'heure avec le bouddhisme notamment, ou l'hindouisme, où vraiment aussi on nous explique que voilà, il y a la matière, il y a l'esprit, et finalement il y a ces âmes qui restent enfermées dans ce cycle de réincarnation qu'on appelle le samsara. Et pour en sortir, elles ont besoin de réaliser qu'elles sont autre chose que ce corps de matière. Elles ont besoin de réaliser finalement ce qu'elles ont oublié. Et c'est ça, je pense, qu'ils veulent dire quand ils disent que les âmes restent enfermées dans ce cycle infernal. Et je pense que les cathares, ils transmettaient aussi ça, cette idée que on peut se purifier, on peut intégrer justement toutes ces parts d'ombre et s'en remettre à plus grand que soi, notamment lors du rituel, du consolamentum, qui faisait en fait, moi je sens comme une sorte de libération aussi de l'âme, c'est-à-dire de reconnexion divine, officialiser en tout cas ça, et comme si c'était vraiment aussi la réactivation du Saint-Esprit en nous, quoi. C'est-à-dire que vraiment de savoir que ce Saint-Esprit, il est aussi à l'intérieur de nous. Oui, c'est reconnaître qui nous sommes vraiment avec toute notre part d'imperfection, et donc d'accepter de travailler pour se perfectionner. Et donc ça, c'est effectivement éminemment ésotérique, mais c'est pourtant le chemin de la lumière. C'est le chemin qui est proposé à travers toutes les traditions, et beaucoup de sagesse nous enseigne cette voie-là, en fait, c'est la voie de la remontée. Et en cela, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que, en ce qui concerne les cathares, que ce n'est pas qu'une voie intérieure. Elle se manifeste dans le concret, dans la société. Et elle fait aussi en sorte que tout le monde profite, quel que soit le plan où il se trouve, tout le monde profite de ses bienfaits. Et que même l'être qui n'est pas peut-être très, très éveillé encore, il peut retrouver ce chemin-là et il peut l'agir. Et donc ça, c'est vraiment, ça évite de faire, c'est ce qui me plaît moi en tant que contemporain, ça évite de faire cette démarche, une démarche trop élitiste, qui serait uniquement réservée à un certain type d'élite. Oui, il y a effectivement, chacun pratique, mais c'est comme le sport. On peut faire du sport à haut niveau, mais on peut aussi pratiquer simplement pour se faire plaisir et pour trouver une harmonie. Eh bien, je pense que ce type de démarche peut aussi être ça, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce type de film que je peux faire. C'est parce que ouvrons-nous à pratiquer de manière simple, quotidienne, sans pour autant remettre en cause toute sa vie. Mais on peut peut-être sûrement améliorer
sa condition de vie, avec une ouverture d'esprit un peu plus grande, une conscience Ouais. un peu plus élargie. Et du coup, ça, voilà, parce qu'on dit souvent aussi des cathares que finalement, ils considéraient la matière et le corps comme quelque chose qui a été créé par le mal, par Satan, qu'ils le rejetaient. Mais en fait, c'est pas vrai du tout, parce que comme tu dis, il y a une forme vraiment d'ancrage dans la société, dans le concret, dans la matière, de ce qu'on a pu retirer vraiment de cette connexion avec l'esprit, avec un grand E. Donc, je pense qu'ils arrivaient vraiment à faire justement ce pont-là entre vraiment le céleste, le spirituel et le terrestre. Et c'est d'ailleurs en faisant ce mariage entre les deux qu'on peut vraiment atteindre une forme de libération. C'est-à-dire que si on rejette la matière complètement, on va pas atteindre la libération, mais si on s'identifie complètement à la matière non plus. Donc c'est vraiment trouver ce juste équilibre entre l'intégration et pas l'identification vraiment totale aussi avec ce corps de chair, ce corps de matière, quoi. Donc ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sagesse cathare et dans la spiritualité cathare, vraiment cette subtilité-là à comprendre, quoi. Oui, parce que, par exemple, si on considère qu'il rejetait la matière, mais pourquoi est-ce que cette philosophie s'est autant ancrée dans les villages, Bah oui. dans les castrums? S'il rejetait la matière, il serait resté dans les montagnes, de Bah oui, manière comme les exactement. ascètes, il serait resté en ascèse complètement, alors qu'en fait, c'est le contraire. Oui, Si oui. si cette philosophie a réussi à contrer, et en tout cas à tenir tête à l'Inquisition et aux croisades, c'est parce que justement, elle était ancrée dans la matière. Exactement. Paradoxalement, elle était ancrée dans la matière. Elle était Et ancrée dans encore le une plus petit de la matière. Voilà, et encore une fois, vraiment dans toutes les strates de la société, c'est ça qui est vraiment aussi assez unique, c'est-à-dire que ça allait des seigneurs aux paysans, quoi, en passant par les artisans, etc., les commerçants. Enfin voilà, c'était vraiment partout, quoi. Ça s'imprégnait partout. Et donc c'est ça qui crée aussi cette forme d'harmonie dont tu parlais là au début. Et donc je voulais aussi revenir sur un aspect du film qui est très intéressant, dont on parlait un petit peu après l'avant-première d'ailleurs. Alors évidemment, ça va être un peu difficile d'en parler sans trop révéler aussi voilà l'histoire du film, mais si tu pouvais peut-être nous donner quelques bribes. C'est que tu disais qu'il y avait vraiment aussi plusieurs aspects sur plusieurs plans en fait dans le film, plusieurs strates de lecture. Et c'est ça aussi, je pense, qui est intéressant. Peut-être un public lambda, il va peut-être moins repérer les symbolismes, les choses un petit peu cachées, mais je pense que je m'adresse quand même à un public qui est un peu plus au fait de tout ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu peut-être ce que tu as voulu transmettre là-dedans? Tu sais, moi, je pense que nous sommes dans un monde multidimensionnel. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, dans un même événement, il y a plusieurs aspects de cet même événement, et selon son niveau de conscience, eh bien, on peut lire tel ou tel aspect dans une même sphère. Effectivement, dans un événement, si on le regarde, on l'observe, on y verra ça. Certains y verront du mal, peut-être que d'autres y verront un bien, mais d'abord on passe par une phase désagréable, mais pour aller vers le bien. Donc c'est ce que j'ai voulu aussi amener dans le film, c'est-à-dire différents plans de lecture, et puis que chacun puisse se découvrir selon son degré de conscience, pour pouvoir revoir le film aussi, parce que c'est un film qui peut se revoir. Ouais, j'ai hâte de le revoir d'ailleurs. On se replonge dedans et on peut encore y voir des choses, parce que ce qui m'a intéressé avant tout en tant que réalisateur, là on va rentrer un peu dans la côté technique, mais ce qui m'intéresse, c'est pas uniquement en tant que réalisateur de raconter mon histoire. Non, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de proposer une vision qui va permettre au spectateur de faire un parcours qui sera personnel. Et donc, de trouver des séquences suffisamment fortes et en même temps dans lesquelles il y a de l'espace, où le spectateur va pouvoir y trouver sa place et faire son propre parcours intérieur. Donc, c'est ça ce qui m'intéresse. Et donc, pour ça, pour faire ce genre de choses, évidemment, on utilise des images symboliques, on utilise des symboles qui vont parler à telle ou telle personne et qui vont les emmener dans un parcours qui va forcément être nourri de manière différente. Mais derrière, évidemment, les images sont fortement chargées. D'ailleurs, la manière de faire le film compte, c'est-à-dire que on fait pas le film n'importe comment. Pour moi, tourner, c'est un moment sacré, au sens où voilà, on se protège, on fait une image qui va avoir une portée symbolique et une portée vibratoire. Donc on protège, il y a des paroles qu'on ne prononce pas, on évite d'avoir une énergie trop négative sur le plateau, on fait attention d'être en harmonie avec le lieu dans lequel on tourne, il y a des alliances qui doivent se créer auparavant, enfin, on n'ouvre pas n'importe quel espace, n'importe comment pour filmer, puis après repartir comme si rien n'avait été fait. Oui. Donc il y a une notion d'ouverture, de fermeture par rapport à ces lieux, et tous ces lieux et toutes ces histoires, ces ouvertures. C'est important parce que ça nourrit et ça engramme le film, qui va faire qu'après, le spectateur va rentrer en sympathie, en osmose avec cette vibration-là, ces symboles qui vont permettre d'avoir différents niveaux de culture. Mais pour ça, il faut laisser de l'espace. Et il faut qu'il y ait un réalisateur, j'espère, l'être,
qui soit présent parce qu'il tient la structure, il construit le film, mais en même temps, il laisse des espaces ouverts où il ne décide pas ce qui doit être compris. Il propose des choses et chacun l'entend selon son niveau de compréhension. C'est pas, voilà, c'est aussi pour ça que je suis pas allé vers le documentaire. Parce que le documentaire, on a vite tendance à appuyer en tant que réalisateur, à dire, voilà, il se passe ça, et c'est comme ça. Bah, allez, regardez-moi ça, faire ceci. Là, j'ai cherché c'est ce que je cherche dans ce type de film, surtout au cinéma, d'avoir des espaces ouverts, et c'est un film d'expérience. C'est un film d'un point de vue vibratoire où on doit, j'espère, on sort du film nourri, ses propres, et en fait, c'est nous-mêmes, c'est le spectateur lui-même intérieurement qui a nourri le film, qui a nourri une relation avec les images, et c'était très très beau parce que, en général, ça arrive quand le film commence à s'installer un peu en salle. Et la première projection, je me rappelle le 16 mars, c'était l'avant-première. D'ailleurs, j'avais pas noté que c'était l'anniversaire du fameux, pas l'anniversaire, la commémoration du bûcher de Montségur. Donc, ce 16 mars, c'était la première projection. La synchronicité parfaite. Ouais. Voilà, donc c'est arrivé comme ça, on va le voir comme ça. Et dès ce premier soir, il y a eu tout de suite ce dialogue. J'ai senti dans la projection cette première projection, ce dialogue entre le public et le film. Le film avait suffisamment d'espace pour que le public puisse avoir son espace à lui. Et donc c'est très intéressant. C'est un mécanisme, voilà, qui est enrichissant pour tout le monde. C'est en cela qu'on fait du cinéma et non pas du film à la télévision ou des choses. Le cinéma reste vraiment pour moi un espace d'une expérience particulière. On se déplace, on prend son billet, on entre dans cette salle et voilà, on est prêt, on reçoit le film. C'est pour ça que je trouve que les réalisateurs de films de cinéma ont une grande responsabilité parce que ce n'est pas un média, et ce n'est pas un outil, c'est un outil très très puissant. Très donc puissant. On peut faire et alchimique, j'ai envie de dire, on parle de l'alchimie du cinéma aussi. Et il y a tout un aspect subliminal, inconscient, en fait, voilà, quand on regarde un film et qu'on est en plus immergé, comme tu dis, dans la salle, etc., c'est ultra puissant pour faire passer des messages. Et vraiment, heureusement qu'il y a des films comme le tien, voilà, qui font passer ce genre de messages, qui font passer par ce genre d'expérience intérieure qui vient vraiment toucher, à la fois l'humain, à la fois, voilà, l'aspect spirituel, la reconnexion avec la nature, notre aspect aussi plus historique avec voilà, ces mémoires cathares qui sont si importante aussi de se rappeler par les temps qui courent. Et donc vraiment, j'invite tout le monde à aller voir ce film. Et d'ailleurs, est-ce que tu pourrais nous dire du coup comment est-ce qu'ils peuvent aller voir ton film? Sur Internet, il y a pas mal d'informations. Ouais. On a aussi un site Internet qui est dédié, dans lequel on retrouve les différentes projections du film. Bon, au niveau des projections, on a fait pas mal de projections en Occitanie, puisque l'idée était vraiment d'avoir une programmation d'abord ancrée dans cette région-là pour poser le film. Donc là, j'allais dire quelque part jusqu'à la fin, début juillet en tout cas, on est beaucoup de projections encore en Occitanie, quelques-unes un petit peu dans le nord, on va dire, mais même pas très très loin dans le nord, un petit peu. Et puis après, c'est vraiment en septembre, octobre que vraiment ça va tout redémarrer sur l'ensemble du territoire. On a volontairement une programmation ciblée, donc on n'est pas dans une programmation industrielle, on va dire, du cinéma où il faut être dans toutes les salles pendant 3 semaines, puis après c'est plié, merci, au revoir. On n'est pas dans cette démarche-là. D'ailleurs, je fais beaucoup de ciné-rencontres. J'accompagne beaucoup le film pour pouvoir discuter autour, parce que c'est aussi un espace d'ouverture. C'est aussi ça le cinéma, c'est aussi mon engagement de porter ce message et puis d'échanger avec le public. Voilà, c'est vraiment fondamental. Donc j'accompagne beaucoup. C'est plusieurs mois de tournée en permanence. Donc voilà, ça va s'ouvrir. Et puis après, on va commencer à travailler sur les autres pays limitrophes. Et puis, on espère outre-Atlantique après, dans les pays francophones. Ouais, ça serait génial. Et donc, le site, c'est www.réconciliation-lefilm.com. Donc, vous avez toutes les infos sur les séances à venir, etc. Et plus d'infos, j'imagine, aussi sur le film. Et j'avais peut-être aussi envie de terminer en parlant aussi du dernier cathare qui a été brûlé. Il s'agit de Guillaume de Bélibast, qui a été brûlé en 1321. Et donc, comme je vous disais, c'était une croisade et une inquisition qui a duré 200 ans. Et
juste avant d'être brûlé, il a dit cette prophétie qui est devenue célèbre. Il a dit tout simplement « Au cap des 700 ans, le laurier reverdira ». Et donc le cap des 700 ans, c'était justement en 2021. Et donc c'est vrai qu'il y a eu à ce moment-là, je pense qu'il y a eu pas mal de jonctions, de lignes temporelles, on va dire, parce que je me souviens très bien, c'était au mois d'août. Moi, j'avais une retraite donc avec un groupe, et c'était un double anniversaire puisqu'il y avait à la fois donc les Templiers, hein, donc c'était aussi août 1300, je sais plus combien exactement. Le chef des Templiers a été donc Jacques de Molay a été aussi brûlé, où lui aussi il a quelque part il a proféré une sorte de prophétie, une sorte de, on va dire entre guillemets presque malédiction aussi, puisque ensuite le roi et le pape sont décédés plusieurs mois plus tard, et ça se chevauchait vraiment avec les 700 ans, et il y a vraiment une synchronicité par rapport à ça, puisqu'on était au château de Puyvert avec mon compagnon qui est maintenant mon mari, et il s'est assis sur un des sièges dans le château de Puyvert. Et on était avec une amie, et cette amie a dit « Ah, ben voilà le Cathare assis sur son trône ». Et il se trouve qu'il portait un polo vert dont le logo est un laurier. Et on a tout de suite repensé, du coup, voilà, le laurier reverdira. Et ensuite, on a regardé la date, et il se trouve que c'était vraiment la date apparemment exacte de la mort de Guillaume de Bélibas. Donc c'était aussi une très belle synchronicité. Et c'est vrai que c'est un message qui est extrêmement touchant, parce que qu'est-ce qu'il a voulu nous dire finalement à travers cette prophétie? Ça veut dire que l'esprit cathare revient, c'est-à-dire cette forme de spiritualité, de sagesse et de connaissance qu'ils avaient revient en force, et toutes les valeurs aussi, j'ai envie de dire, cathares. Donc on parlait de liberté, on parlait de souveraineté, on parlait d'harmonie aussi au niveau sociétal, vraiment que chacun soit à sa place, d'ancrage dans la matière aussi, donc que ça se retrouve vraiment dans toutes les strates de la société de manière concrète. Qu'est-ce que toi tu aurais envie de dire comme dernier message par rapport à cette prophétie, cette dernière prophétie cathare? Tout à l'heure, on parlait de la notion des cycles. Je pense qu'effectivement, les cycles, je pense que quand il prononce ça, il a ses visions des cycles. On sait qu'il y a eu des cycles récurrents dans l'histoire, hein. Il y a une période druidique, il y a des périodes qui viennent de manière régulière. Donc, il semblerait que nous soyons dans ce cycle-là. C'est un cycle, et c'est une période qui nous invite à ne plus avoir peur, et en tout cas à être confiant, ne pas avoir peur de l'amour, ne pas avoir peur de s'aimer les uns les autres, ne pas avoir peur de se respecter les uns les autres, quitter cette vision d'une carapace qui pourrait nous hyper protéger, nous ouvrir au monde, tout en restant vigilant, mais c'est ça le propre de la souveraineté. Être souverain, c'est être capable de s'ouvrir quand il faut et de se protéger quand cela est nécessaire. Et donc je nous souhaite que nous puissions trouver, quels que soient nos véhicules, que nous puissions trouver ces sphères-là d'amour, de respect, de protection des uns des autres, de solidarité. Et c'est pas des mots galvaudés, c'est vraiment des mots qui peuvent être les fondements d'une nouvelle société. Et donc, cherchons à les manifester. Et pour ça, il faut d'abord peut-être faire un travail sur soi. Et donc, c'est ça qu'on nous invite à faire, et chaque jour, on travaille sur soi pour pouvoir accueillir ces belles valeurs qui sont pas si faciles que ça à manifester dans le quotidien. C'est une volonté, voilà, qu'il faut avoir chevillée au corps, et que chaque jour, il faut essayer de se dire, là, qu'est-ce que je fais moi, qu'est-ce que je peux faire. Donc, souhaitons que ça puisse se réaliser, et que chacun puisse trouver sa juste place pour œuvrer dans ce sens. Merci beaucoup en tout cas pour ce dernier message, et merci beaucoup du coup d'avoir fait ce partage aussi avec moi. Et encore une fois, j'encourage vraiment tout le monde à aller voir ce film qui est vraiment un grand coup de cœur, et je pense qu'il pourra parler à énormément de monde. Donc amener même des gens qui sont pas forcément connectés spirituellement, etc. Amener tout le monde vraiment voir ce film. Vous allez voir qu'il se passe énormément de choses. Et en tout cas, je souhaite beaucoup de succès à ce film pour les à venir, notamment peut-être aussi à l'automne quand ça va vraiment démarrer. Et donc merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler des cathares et de ton film. Et du coup, à très bientôt. Merci Satnam. Merci.